Donc, je voudrais vous présenter Sarah Chiche, qui est écrivaine, psychologue clinicienne et psychanalyste. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais que je ne citerai pas tous, mais notamment un essai sur le cinéma de Michael Haneke. Vous étiez d'ailleurs venu faire un cours de cinéma au Forum des images sur ce cinéaste. Et puis, vous avez aussi écrit une histoire de la... Alors, ça y est, ça m'échappe. Une histoire érotique de la psychanalyse. Voilà, c'est ça. Avec un joli sous-titre. De la nourrice de Freud aux amants d'aujourd'hui. Voilà. Et votre dernier roman est paru cette année, Les Enténébrés, au Seuil. Et donc, Melville, en préparant ce programme, tu as voulu qu'il y ait un fil rouge sur la carte blanche, l'enfance au cinéma et l'enfant acteur. Et donc, à la suite de ce court-métrage, 45 minutes de psychanalyse avec Sarah Chiche devant vous, puisque ton premier souhait était de rencontrer un psy. J'exagère un peu. Je vous laisse la parole. Vous m'aviez soumis l'idée. Maintenant, je m'en vais. Ne te défausse pas. Non, vous m'aviez soumis l'idée, mais je trouvais que c'était une bonne idée. En effet. Ah bon ? Ah bah tu vois, j'ai vraiment... je refoule tellement vite. Alors, ça peut commencer comme ça, peut-être, parce que je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu la chanson de Pierre. Je l'ai découvert là en même temps que vous, et je trouve que ça donne le ton d'emblée. L'enfance dans sa toute puissante sauvagerie et cruauté, hein, c'est-à-dire peut-être tout à fait à rebours de certaines représentations qu'on peut avoir aujourd'hui de l'enfance, telle qu'elle peut être véhiculée par certains magazines, notamment l'enfant innocent, l'enfant dans l'absoluité de l'innocence. Or là, c'est tout autre chose que l'on voit. Mais c'est vrai, et en plus, le film que j'ai fait après, donc de Raoul Ruiz, qui est passé dans cette salle juste avant, c'est pareil, c'est aussi un être monstrueux, disons un enfant monstrueux. Et ça, Raoul m'en parlait souvent du côté, justement, mon aspect enfant qui était plutôt mignon, joli garçon, et au contraire de vouloir me faire incarner le mal absolu. Mais ce qui est étonnant, enfin c'est une coïncidence, parce que Raoul ne connaissait pas Catherine Kezman, il n'avait pas vu ce court-métrage, mais que coup sur coup, deux personnes m'ont choisi pour faire ce personnage d'enfant affreux, enfin je veux dire vraiment mécontent, quoi. Est-ce qu'on peut dire que l'enfant de la chanson de Pierre est le même peut-être que celui de la ville des pirates? Il semble y avoir une filiation tout de même. Il se présente dans un premier temps avec un sourire angélique. Hein, Ouais. il y a un huis clos avec une femme. Alors effectivement, il y a plus hystérique dans la chanson de Pierre, dans les films de Raoul, il n'y a jamais d'hystérie, c'est plus sournois. Et puis dans le film de Raoul, ce qui est beau aussi, et je pense qu'il m'a préservé, parce que j'aurais continué dans cette veine-là, je pense que je serais vraiment devenu enfin, je veux dire, psychotique, quoi. Alors qu'avec Raoul, il y a tout de suite eu le filtre de la fiction, du rêve, des histoires, disons. Alors que là, pour moi, c'est quand même un psychodrame, disons. C'est quand même une espèce de scène d'hystérie, un rapport qui est tellement réaliste et que je pense que j'aurais eu beaucoup plus de séquelles. D'ailleurs, je pense que j'en ai même en faisant ça qu'en faisant 12 films de Raoul où j'avais un couteau à la main, que je tuais des gens, que j'étais maléfique. C'est un don aussi qu'ont certains metteurs en scène de préserver aussi leurs acteurs, disons. Oui, alors, mais justement, pour celui-ci, avant de revenir à Raoul Ruiz et à la façon dont s'est passée la rencontre entre vous, pour celui-ci, est-ce qu'il y avait une préparation? Est-ce qu'on vous avait expliqué de quoi il s'agissait? Jusqu'à quel point est-ce que vous aviez connaissance de l'histoire? Là, pour le coup, j'ai vraiment totalement refoulé ce film. Moi, Oui. quand on a préparé le programme ici, je m'en suis souvenu et je me suis dit, tiens, ce court-métrage, je ne l'ai jamais revu, ce serait peut-être intéressant de le passer parce que mon premier film, c'est pas La Ville des Pirates, mais c'est ce truc-là. Quoique mon grand-père avait aussi réalisé des petits films en Super 8. Dans lesquels vous mettez en scène avec votre frère aussi, je crois, parfois. Ouais. Oui. Mais ça, c'était le premier film avec une caméra professionnelle, une équipe professionnelle. Et j'avais totalement occulté ce rôle, cette histoire. Le seul souvenir que j'ai, c'est que je n'avais pas réussi ma scène. Dans mon souvenir, c'était un échec. Je m'étais dit que je n'avais pas réussi à aller assez loin par rapport à ce que le scénario demandait. Et peut-être même ce que le metteur en scène demandait à cet enfant. Et je m'étais dit que je n'avais pas réussi. Et j'étais resté avec un goût un peu de déception, disons. Et après, j'ai complètement occulté. Et quand je l'ai revu pour la préparation de ce truc-là, j'ai été choqué de voir à quel point c'était une histoire étrange et traumatisante. Oui, parce que ça commence par une parole maternelle, au fond, que l'enfant va contredire ensuite. C'est-à-dire, on ne caresse jamais un chien qu'on ne connaît pas.
Eh bien, tu vas voir. Hein. Non seulement le chien, je lui crache dessus, mais après, maman, c'est toi qui vas faire le chien. C'est vrai, non mais c'est très ambigu. Elle n'est pas là, Catherine Quisemant? Elle est là. Alors, je t'ai pas revu depuis... Ah bah, enchanté. Tu l'avais revu, le film, toi? Tu l'avais pas vu depuis 35 ans. Bah, la copie est un peu rougeâtre, mais... Et toi, tu savais ce que tu m'avais demandé et ce que tu filmais à l'époque? Ah oui, c'est ça. Bah, c'est pareil ce que Raoul devait avoir en tête aussi quand j'ai par la suite, c'est vrai, mais c'est marrant qu'on m'ait choisi moi qui était si gentil et si mignon. Ben justement. Tu aurais été un méchant garçon, ça aurait pas du tout été intéressant. Ouais, c'est ça. Mais moi, dans ma tête, je me disais, c'est hyper difficile d'être crédible dans le rôle du méchant garçon monstrueux. Oui. Quoi. Et donc après, ça m'a peut-être aussi donné le goût du challenge et de me dire... Oui. Un rôle, c'est aussi de ne pas être soi-même et d'être capable de faire des choses qui sont très loin. Et que ça J'étais étonnée d'ailleurs que tu arrives, enfin cette dernière scène qui était quand même très difficile, que tu parviennes aussi bien justement, contrairement à tes craintes. Oui. Oui, je suis content de de le savoir. Enfin. Non, mais c'est un film qui est court, mais qui a beaucoup de choses en lui. Quoi. Enfin, j'ai l'impression que ça dit beaucoup de choses, même sur le rapport mère-fils, enfin les trucs... En l'absence du père incarné, peut-être reste la poupée, comme ça peut-être, enfin une interprétation possible. Et puis la chanson qui parle d'une femme, voilà, mais dont le mari n'est pas là. Et la solitude de l'enfance aussi. Qu'est-ce qui se passe quand votre mère, à la fin de la journée, s'énerve et vous renvoie dans votre chambre? Vous reconstruisez un monde, y compris un monde cruel. Qu'est-ce qu'il fait dans la solitude de sa chambre? Ce petit garçon, il crache sur des animaux. Cette espèce de cascade des mépris, des hommes qui humilient les femmes qui humilient les enfants qui humilient les animaux, quelque chose comme cela. Bon, en tout cas, ce qui me frappe, au fond, c'est depuis l'enfance, dans vos films, que ce soit... les films que vous avez joués enfant ou les films que vous avez tournés vous-même, que vous avez réalisés vous-même, il y a quelque chose comme cela, effectivement, de la traversée d'un cauchemar où, alors, beaucoup d'enfants ont parfois un ami imaginaire. La question que j'ai envie de vous poser, plutôt, c'est est-ce que vous n'avez pas essayé de mettre en scène dans vos courts-métrages quelque chose de l'ennemi imaginaire, plutôt? Parce que quand on regarde qui est-tu Johnny Mac, ou alors même tout ce qui va suivre, y compris beaucoup plus tard Rémi, il y a toujours quelque chose de l'ennemi intérieur projeté à l'extérieur à un moment donné. Le double, mais méchant. Oui, c'est très juste. En fait, j'ai toujours imaginé que j'aurais dû être méchant. Et j'ai presque regretté d'être gentil. Et dans beaucoup de films que j'ai choisis, c'était souvent des figures un peu méchantes, enfin tordues. Enfin, et pour moi, le challenge, c'était de me dire, je suis aussi méchant que d'autres gens peuvent être méchants, disons. Je ne suis pas que gentil. Donc c'est vrai que ça a conditionné peut-être mes choix. Et c'est un des axes autour duquel je me suis construit, c'est la capacité d'avoir l'air méchant et de devenir méchant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même, il y a des choses qui me choquent un petit peu, parce que j'ai des fois réussi à toucher du doigt une certaine méchanceté, oui, une cruauté. Enfin, pas une cruauté, mais une espèce disons, d'image de la virilité menaçante, potentiellement dangereuse, une certaine violence que j'ai mis du temps à trouver en moi et éventuellement incarner. Et aujourd'hui, je me rends compte que je suis capable de le faire. Je pense que je pourrais même aller encore plus loin. Enfin, je veux dire, c'est à portée de main. Enfin voilà, ça fait partie d'une espèce de trajet, en tout cas dans psychologie d'acteur un peu à deux balles. Mais enfin, c'est vrai que c'était un des trucs vers lequel je tendais au travers des rôles. Il y a dans les photos d'Alix, Jean Eustache fait dire à Alix Cléo-Roubaud il n'y a pas d'autre image que les images d'enfance. Alors, il y a des cinéastes qui racontent, qui sont construits autour d'une obsession première. Par exemple, dans Le Miroir de Tarkovsky, la scène où la mère est assise de dos
sur une barrière dans la campagne. C'est une image tout à fait fondatrice. Des écrivains aussi ont des images fondatrices. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous continuez à travailler à partir d'une image fondatrice de l'enfance ? Pardonnez-moi, je précise la question. Je sais que quand vous étiez petit, votre mère, vous emmenez souvent avec elle dans ses voyages. Elle s'occupait notamment d'une troupe de travestis, les Mirabelles. Et parfois, c'était le soir, tard, donc vous étiez dans un état qui n'était ni la veille, ni le sommeil. Et vous regardiez ces gens, les yeux mi-clos. Grosse question de psy. Est-ce que, par exemple, pour Laurence Anyways, voilà, il en est resté des traces ou Non, ce monde-là, en fait, que j'ai traversé quand j'étais enfant, aussi bien les films de Raoul que certains personnages des années 70, effectivement, que ce soit des travestis de cette troupe-là dont vous parlez, ou même certaines personnes du cinéma, une certaine décadence. Moi, j'ai vu comme une espèce de danger potentiel, comme une espèce de cauchemar, effectivement, mais dans lequel, par un certain miracle, je me sortais toujours un peu indemne. Quand j'étais petit, la directrice de mon bahut m'avait dit « vous passez toujours entre les gouttes ». Et donc j'ai senti, même encore aujourd'hui, une espèce d'attirance vers certains personnages, avec une espèce quand même d'intuition, et puis je ne suis pas un casse-cou, et je ne suis pas attiré par le danger, mais sentant que c'était là que les histoires se logeaient, disons, dans ces environnements qui étaient peut-être un peu cauchemardesques. Et dans les films que j'ai réalisés enfant, effectivement, il y a aussi cette tension vers une espèce de cauchemar dont on sortirait indemne, quoi. Oui, parce qu'au fond, quand on regarde dans les films de Raoul Ruiz, dans lesquels vous avez joué enfant, que ce soit La Ville des Pirates, L'éveillé du pont de l'Alma ou L'île au trésor, on a l'impression qu'effectivement l'enfant il s'en sort indemne alors qu'autour de lui c'est le carnage, ou alors que lui-même est acteur en premier plan du carnage. C'est ça le paradoxe. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est même une conception de l'existence que j'ai gardée et que j'ai toujours, c'est l'espoir qu'il y a moyen d'en sortir indemne, quoi, malgré tout. Oui, vous croyez ? J'en suis sûr désormais, oui. Grâce à d'autres révélations. Mais... La religion, par exemple, oui, qui est très importante. À l'époque, quand vous étiez petit garçon, que vous avez tourné ces premiers films avec Raoul Ruiz, est-ce que Dieu ou la religion avait une place importante pour vous déjà ? Non. J'avais des fois des dialogues j'avais pas d'amis imaginaires, mais enfin, je concevais qu'il puisse y avoir disons une force qui soit au-dessus et qui puisse vous aider ou vous soutenir. Enfin, une tension que j'ai pu avoir même enfant vers ça, mais c'était pas. Je suis pas baptisé, j'ai pas suivi de cours de catéchisme. Mais tout ça, c'était plus une intuition, quoi. La légende raconte que c'est au cours d'une conférence de presse, vous avez accompagné votre mère à une conférence de presse de Raoul Ruiz, et vous étiez dans la salle, et au fur et à mesure, tout le monde s'endormait. On va regarder, là. Vous gardez bien les yeux ouverts. Et puis, le seul, au bout d'un moment, qui est resté dans la salle, tout à fait éveillé, très souriant, avec ce sourire très candide, ensuite, qu'on retrouve dans ces films, c'était vous. Et là, il vous a choisi en cet instant. C'est comme ça que ça s'est passé. J'avoue que Raoul, c'était une grande chance, parce que c'est... Encore aujourd'hui, je pense qu'un de ces sujets, c'est... Enfin bon... En fait, Raoul, il y avait un humour qui était tellement au-dessus de tout qu'il pouvait se permettre d'aborder plein de sujets, que ce soit au sujet des enfants maléfiques, des fantômes, même il a touché un peu à des histoires kabbalistiques et tout ça. Enfin, je veux dire, mais il y avait tellement une ironie sur la vie et un goût de la bonne blague, finalement, que je pense que c'est aussi pour ça qu'il pouvait tout se permettre. Et également engager un petit enfant tout à fait naïf pour jouer des scènes de crime ou des choses comme ça. C'est que... Ce qui m'a transmis, et ce qui était jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs, il continue à faire des blagues sur son lit de mort, c'était vraiment un regard ironique et comique, avec bienveillance sur la vie et toutes ses composantes, aussi dramatiques soient-elles. Donc c'est vrai que ça m'a aussi aidé à m'en sortir, et j'ai eu beaucoup de chance que Raoul m'accompagne, parce que j'aurais pu tomber entre des mains beaucoup plus... quand j'étais tout seul sur La Ville des Pirates, ou d'autres tournages, ma mère venait me voir souvent et tout ça, mais je veux dire, j'étais quand même souvent tout seul, entouré d'adultes qui eux-mêmes, à cette époque-là, dans les années 80, partaient facilement en couille sur les tournages. Enfin, c'était pas les mêmes tournages qu'aujourd'hui, où tu as la DAS, tu as beaucoup de gens qui sont... Oui, aujourd'hui, c'est terriblement encadré, et Exactement. Les enfants sont parfois, quand ils tournent des scènes difficiles, il y a un débriefing avec un psychologue, après, c'est très coaché en amont. Alors,
un peu trop peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime les films avec les enfants. J'adore les personnages d'enfants. Ça m'émeut. Il y a quelque chose qui se passe. Je trouve quand on filme un enfant qui joue la comédie, c'est-à-dire qui passe dans une autre dimension et qui n'est plus lui-même et qui se raconte une histoire, ses yeux, ce qu'il véhicule. On l'a vu aujourd'hui dans le film que je suis venu revoir de John Cassavetes sur les enfants autistes, un enfant attend. Il y a quelque chose qui me bouleverse. Mais même dans le petit enfant qui fait de la danse, là, Billy Elliot. Billy Elliot. Voilà. J'avais vu Billy Elliot à Londres dans un spectacle, un musical, donc une pièce de théâtre. Et à un moment, à la fin du spectacle, il fait un solo, le petit garçon, qui dure 10 minutes, et il achève son solo dans un état second, hyper essoufflé. Et là, toute la salle se lève comme un seul homme, hyper ému par ce que cet enfant a pu procurer comme émotion et ce qu'il a pu donner de lui-même, quoi. Et des fois, ça les dépasse. Et j'ai toujours trouvé ça très émouvant. C'est pour ça que j'ai choisi ces films, notamment celui qui passe après, Butcher Boy, où c'est un enfant, ça se passe en Irlande, c'est l'histoire vraiment d'une schizophrénie infantile. Et le garçon qui joue ça fait quelque chose de magique. C'est vraiment, on n'est plus dans la conscience, quoi. Il y a quelque chose qui touche à la folie, quoi, j'imagine. Vous aviez peur de ça quand vous étiez petit, la folie? Sans doute. Encore, pas maintenant, parce que j'ai trouvé autre chose, mais oui, sans doute, oui. Mais ça m'attirait aussi. Je me rappelle quand j'étais adolescent, j'ai presque prié pour devenir fou, parce que je trouvais que c'était finalement le sommet de ce que devait être un homme, c'était un fou. Que le reste, c'était des pauvres des personnes, figurants peut-être, ouais, oui. Qui vivent leur vie et voilà, que la société embrigade, enfin voilà, je veux dire, et qu'il y avait une autre façon de voir le monde, enfin. Et d'être un homme par rapport à ce cirque, c'était de passer de l'autre côté, quoi. Quand vous tournez La Ville des Pirates, c'est aussi une histoire d'amour extrêmement transgressive entre un petit garçon de 10 ans qui est aussi un archange du mal, hein, le mal personnifié qui va commettre toute une série de meurtres et rendre les autres fous. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous tournez? Est-ce que vous avez conscience de l'histoire? Est-ce que l'histoire vous est racontée, l'ensemble du scénario vous est présenté au départ, ou est-ce que uniquement vous jouez les scènes que l'on vous demande de jouer? Ouais, c'était ça. D'ailleurs, il y avait un scénario, mais qui a évolué pendant le tournage, comme souvent avec Raoul Ruiz. Je me rappelle être arrivé dans de très bonnes dispositions, consciencieusement, en ayant appris mon texte, en ayant essayé de trouver dans cette histoire très confuse, un sens que j'aurais pu jouer. Enfin, disons avec une espèce de professionnalisme intuitif de ce que c'était qu'être un acteur et de jouer des scènes et comprendre mon personnage et tout ça, qui a très vite été déjoué par Raoul, qui même plus tard aimait que les acteurs soient dans une espèce d'incompréhension des situations et ne soient pas du tout dans la psychologie de leur personnage, mais soient plutôt, disons, accaparés par un geste, par un dispositif mécanique de la mise en scène qui faisait qu'ils n'étaient pas dans le côté chiant du cinéma qui est trop psychologique. Donc très vite, j'ai compris que j'allais rien comprendre. Et ça m'a aidé, et je pense qu'il l'a même fait exprès. Et du coup, ce qui devenait le cœur de la scène, c'était que j'arrive à placer le couteau au bon endroit, sur la gorge de ce vieux monsieur que je tue, là, qui apparemment viole sa... On ne sait pas si c'est sa fille ou sa... Oui, on ne sait pas très bien, d'ailleurs. On ne sait jamais trop bien... Mais du coup, c'est ça qui m'a aidé. Et je pense que c'était une des forces de Raoul, c'était aussi de faire passer ça pour une espèce de moment magique et un peu irréel, et que ce soit plus intéressant. Au bout d'un moment, la pâte à modeler, le sang de porc qu'on allait chercher à la boucherie pour le jeter dans un seau sur l'actrice principale. Vous saviez à l'époque que c'était du sang de porc? Bien sûr, oui. Et j'étais inquiet que la scène se passe mal. Non pas à cause du sang, mais parce que je savais qu'on pouvait faire qu'une seule prise, parce qu'il n'y avait qu'un seul costume. Donc il fallait que ce soit bien jeté. À un moment, ils font du spiritisme et ils invoquent, en fait, moi, mort. En fait, le début de La Ville des Pirates, c'est des parents qui ont perdu un enfant, donc moi, qu'ils invoquent en spiritisme. Et Raoul m'avait dit, tu vas te mettre sous la table et tu vas soulever la table, puisque tu es plus petit que les autres et que ça ne se verra pas. Donc c'est moi qui fais que le trépied se soulève, enfin, lévite. Voilà, et donc c'était ça qui... Et je pense que ça m'a complètement conditionné sur le reste de mon existence, à savoir qu'il y a toujours un truc plus marrant que sous la réalité, quoi, disons. Et en fait, plus juste, quoi.
Oui, et ça c'est quelque chose aussi, cette histoire d'enfants morts, c'est quelque chose qu'on retrouve dans vos films dans lesquels vous avez joué enfant. C'est parfois on ne sait pas, cet enfant, il est ni vivant, tantôt ni vivant ni mort, tantôt il parle avec les morts, hein, il est en communication avec les morts, comme si... vous avez dit un jour qu'au fond, la plupart des adultes avaient oublié cette espèce de sauvagerie de l'enfance et que les acteurs, eux, même adultes, la préservent. Bah oui, je pense que c'est ce qu'on voit aussi quand on voit des enfants qui jouent dans des films, c'est que quand ils sont bien dirigés et qu'on a bien su les conditionner, disons, c'est qu'on n'est plus dans le domaine de la fabrication du jeu, de la conscience, immédiatement, ils passent dans l'état qui est le vrai état du jeu, c'est-à-dire de changer de réalité, quoi. C'est le fondement du jeu. Ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre de Johan Huizinga qui parle de cette faculté de l'homme. Une fois qu'il rentre dans le jeu, il change de monde et voilà, c'est une espèce de grand voyage vers un autre monde. Quand on regarde des enfants jouer dans une cour de récréation, on va dire des enfants entre 3 et 6 ans, c'est-à-dire à l'âge où la séparation entre la réalité et la fiction n'est pas encore totalement tranchée, on voit comment certains d'entre eux peuvent totalement s'emporter, c'est-à-dire ils deviennent indiens. Ils deviennent pirates, ils deviennent gangsters, ils deviennent voleurs. Et puis, à un moment donné, la cloche sonne, la cloche surmoïque sonne, et puis c'est la fin. Et puis, il faut retourner en cours. Comment ça se passe à la fin de la journée, quand on a passé sa journée à tuer des gens ou quand on est un gamin? L'angoisse, c'était plus quand je revenais à l'école. C'est là que l'angoisse arrivait, en fait, parce que là, je sentais bien qu'il n'y avait plus vraiment... Enfin, il y avait le jeu de l'école et tout ça dans la récré, mais les devoirs, les maîtresses, le lever, tout ça, c'est vrai que c'était beaucoup plus angoissant qu'un tournage de Ruiz, quoi. Tout à coup, il y avait un sérieux, il y avait quelque chose comme un devoir à accomplir qui me gênait beaucoup. Oui. Quand j'ai lu votre très beau livre « Quel est mon nom ?», paru chez Stock, et que vous racontez cette enfance, c'est vrai qu'on est dans un rêve. Il y a Marguerite Duras qui apparaît, il y a même Jacques Lacan. À petite dose. À petite dose, voilà. Mais il y a Duras qui vous fait des spaghettis quand même, je crois. Donc c'est une enfance extrêmement intense. Le risque, peut-être, c'est ce que vous venez de dire, quand on retourne à l'école, c'est-à-dire quand la cloche sonne, quand c'est la fin du jeu. Et il me venait une phrase de Saint-Augustin qui parle dans les confessions, je vais y arriver, des enfants trop tôt montés en graines. C'est-à-dire que quand on connaît très tôt dans l'enfance de grandes intensités, de grandes joies et de grandes peurs, le risque est peut-être de trouver tout le reste très terne après. Mais ça arrive même chez certains mystiques. On m'avait raconté que des bonnes sœurs qui avaient à un moment une illumination trop forte étaient après le reste de leur vie à la recherche de cette même intensité d'illumination et qu'il y avait une espèce de forme de dépression post-illuminatoire qui faisait qu'on devenait presque comme une espèce de junkie, qu'on n'a plus la même dose et qu'on court après cette espèce de flash. Ouais. Alors après, moi, c'est aussi en fonction des films. J'ai réussi aussi à comprendre qu'il y avait plusieurs flashs, enfin en tout cas dans le cinéma, et de changer de rôle et de trouver des rôles assez différents, de jamais essayer de refaire 2 fois le même rôle. Quand même, j'ai essayé un peu de faire ça, et de trouver aussi l'interlocuteur qui va vous permettre de vous-même vous motiver à tel point que vous avez l'impression d'accomplir quelque chose d'un peu exceptionnel, quoi. À chaque fois que je me suis retrouvé sur un tournage où j'étais déçu par le metteur en scène ou par le film que je tournais, là j'ai vraiment senti un gros down. Dans le sens où c'est pas devenu un métier, c'est resté un métier un peu exceptionnel pour moi et j'essaie d'en profiter au maximum, quoi. Je suis jamais tombé dans une routine. Oui. Je vous écoute. Un jour, j'ai discuté avec Michael Haneke qui m'a dit que
qu'un enfant ne joue pas à être un lion, il devient le lion. Il m'a aussi raconté que pour le temps du loup, il y a une scène où l'acteur qui joue le petit garçon, un enfant assez maléfique aussi d'ailleurs, à un moment donné, il doit s'approcher du feu et terroriser tout le monde. Et cet enfant n'arrivait pas à jouer la scène correctement. Donc ce que Haneke a fait, c'est qu'il a été obligé de le saisir par le bras et de lui crier dessus violemment. Après quoi, le petit a joué terrorisé, mais c'était la note juste et c'était dans la boîte après une trentaine de prises. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de direction d'acteur ? Je pense que c'est mal. Oui. Tout simplement, je pense que c'est mal, parce que c'est de la manipulation, que oui. Tout ça, c'est au service d'une séquence, d'un film, de quelque chose, et c'est ça que j'ai aimé chez Raoul, et je pense que c'est ça qui m'a transmis, c'est qu'il y a toujours plus grand que le cinéma, et que l'instant présent et le rapport qu'on a avec les êtres est plus important que le résultat, quand bien même on serait le plus grand artiste de tous les temps. Le moment présent et ce qui se diffuse et ce qui se transmet, et ce qui passe entre les gens est plus important que son petit résultat d'artiste au final. Donc je pense aussi que c'est pour ça que Raoul a tellement été aimé par ses équipes et ses acteurs et qu'il a su me préserver, c'est qu'il sentait très bien à quel moment ça aurait pu mal tourner et qu'il n'avait pas cet ego de se dire c'est moi le metteur en scène, c'est moi le grand acteur, s'il faut martyriser un enfant pour que la scène soit bonne et que j'aille au Festival de Cannes, ça ne rentrait pas dans sa configuration mentale. J'en ai rencontré d'autres après où ça pouvait éventuellement rentrer et j'en garde un mauvais souvenir et je pense que à ce moment-là, il faut mieux pas tourner avec des enfants, quoi. C'est quand même... C'est sensible. Enfin, je veux dire, c'est des... On a les moyens de dire non à un réalisateur quand on est un enfant ? Non. On peut pas, hein. Ben non, on peut pas. On peut pas, non. Puis on n'a pas envie, on a l'impression que c'est très important, que notre vie est en jeu, que la vie du metteur en scène est en jeu. Puis c'est très facile de faire croire à un enfant que vous avez quand même 30 personnes et des caméras qui sont braquées sur vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est acteur, on est quand même dans une position d'extrême faiblesse et d'extrême fragilité. Quand vous avez 30 personnes à 18 heures, alors qu'on a déjà 1 heure de dépassement et que c'est votre gros plan et que vous êtes censé avoir une crise de larmes ou dire un texte de 3 pages, et que tout le monde est là comme ça, prêt, moteur, action, grand coup de clap dans ta gueule, là, tu es quand même dans un moment où on te dit, bon, bah, on peut te dire quoi que ce soit, tu es quand même au bord du précipice. Oui. Alors quand on a beaucoup d'expérience, on maîtrise plus ou moins ses émotions. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on devient un acteur et que c'est douloureux quelque part. C'est parce qu'on est en permanence dans sa vie en train de comme si on était à cheval et qu'on était toujours un peu au contact de ses émotions, de les garder, de les retenir, à qui on les donne, avec qui on les retient, est-ce que c'est bien le moment, est-ce que c'est la bonne personne. Enfin, on rentre quand même dans un espèce de rapport à ses propres émotions qui est, je dirais pas pervers, mais qui est professionnel dans un sens, donc ambigu, enfin bref. Donc pour un enfant, a fortiori, quand on se retrouve dans ces situations-là, c'est l'être le plus dépourvu, le plus démuni qui soit. C'est pour ça que quand je regarde un film avec un enfant, ceux que j'ai choisis, alors je n'étais pas sur les tournages de ces films-là et tout ça, mais dans le film de tout à l'heure de Cassavetes, on sent que l'enfant comprend quand même quelque chose de ce qu'il joue et qu'il est en empathie avec son personnage, quoi. À moins de voir un enfant qui est manipulé, ça se voit tout de suite. En plus, moi, je le vois, j'ai été enfant acteur, je vois très bien quand l'enfant il est dans un état qui n'est pas celui qui correspond à la scène, mais un état de lui propre. Ça se lit. Vous avez vu Shining, par exemple ? Ouais. Oui, parce que Danny Lloyd, il paraît que Kubrick l'extrayait systématiquement des scènes violentes, et qu'il n'en a rien vu, et que c'est seulement dans l'après-coup, des années après, qu'il a découvert... Mais oui. Voilà, mais ça m'est arrivé avec les films de Ruiz, quand je les ai vus après, notamment La Ville des Pirates, je me suis dit, mais... Alors, vous aviez quel âge quand vous avez vu Je l'ai vu quand j'avais 20 ans, et après je l'ai revu quand j'avais peut-être 30 ans, enfin je l'ai vu quand même plusieurs fois, mais à chaque fois je me dis, mais qu'est-ce qu'ils m'ont raconté ? Comment ils ont réussi à sans avoir l'impression qu'ils m'ont manipulé, à m'amener à ce résultat, parce qu'on sent que je joue quand même la comédie et même l'ambiguïté, à savoir que je ne suis pas complètement naïf et je ne fais pas que réciter mon texte, je joue quand même la comédie de l'ambiguïté en plus. Et comment ils ont fait pour que j'en sorte pas avec des idées noires. Donc c'est aussi un espèce de
une autre qualité de Raoul, une partie de son génie, c'est d'avoir contourné tous ces pièges. Mais je me suis demandé si, quand vous-même, vous avez décidé de réaliser vos propres courts-métrages, Petit garçon, si ce n'était pas une façon d'incorporer, de métaboliser toute cette violence, toute cette somme d'intensité que l'on vous a fait vivre en tant qu'enfant acteur, pour vous les réapproprier dans un discours où, cette fois-ci, vous êtes des deux côtés. Vous êtes le réalisateur, vous êtes aussi l'acteur, le ou les personnages, hein, parce que parfois vous êtes, enfin souvent même vous êtes plusieurs, comme une façon de digérer, de métaboliser, de recracher dans des fictions qui vous sont propres, où il y a aussi bien... Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans les films que vous avez réalisés enfant, les codes du cinéma de Raoul Ruiz sont là, notamment dans l'apparition, disparition des personnages, ce montage très très particulier. On est aussi dans des univers très oniroïdes, mais c'est pas seulement du Raoul Ruiz copié par un tout jeune enfant. C'est vous, c'est votre univers, c'est les polars que vous aimez. Ouais. Alors je dirais que c'est plus parce que ma mère est très cinéphile, donc elle m'a très tôt montré beaucoup de films. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait connaître le monde et qui m'a influencé dans les films que je réalisais, puis dans ma vie de tous les jours. Et je vois que maintenant que j'ai une fille et que je lui ai montré des films, c'est compliqué. C'est un rapport, quand on est cinéphile, qu'on entretient avec son enfant qui est compliqué aussi. Il peut y avoir des faux pas, peut y avoir des... Par exemple, des faux pas. Moi, des fois, ça m'arrivait à ma fille de lui montrer un film. J'ai bien senti que c'était une grosse erreur. Heureusement, elle a très vite fait genre oh, et moi j'ai fait genre bon, j'ai coupé le magnéto. Mais même encore maintenant, quand je regarde un film avec ma fille, je me rends compte que l'intention que j'ai eue de lui montrer ce film-là, il y avait un sous-texte que j'avais occulté et qui se révèle au moment du visionnage, a fortiori quand elle est à côté de moi, et je me dis mais c'est pour ça que peut-être que j'ai voulu lui montrer ce film-là, et quelle erreur, ou pas quelle erreur, mais espérons que le message va passer. Regarder un film avec quelqu'un dont on est proche, ça fait une triangulation qui est très spéciale quand même. Oui, il y a une adresse. Et voilà. Après, on peut rentrer dans le Danel, où le film vous regarde et vous parlez de tout ça, mais c'est vrai que les émotions, l'intimité qu'on partage avec une personne rebondit sur les personnages à l'écran et sur certains moments un peu clés font écho à votre relation. Et là, du coup, il peut y avoir un petit malaise ou... Mais bon, après, c'est aussi un art, en fait, de montrer des films. Mais j'ai compris ça en faisant la programmation avec les gens du Forum des Images. Et c'est un très beau métier qui est au cœur de la cinéphilie. C'est de l'art de montrer, de choisir et de montrer des images. Ce dont Danet parlait très bien en tant que passeur et critique de cinéma, disons, c'est d'éduquer au travers du visionnage des films. Oui, il y a vraiment une éducation du regard, pourrait-on dire. Et c'est vrai que... les enfants sont des révélateurs, au sens de révélateurs photographiques, des révélateurs de vérité, et que parfois regarder un film avec un enfant fait surgir des vérités absolument. Beaucoup plus glaçantes ou brûlantes. Qu'on n'avait pas, en tant qu'adulte, en tout cas, quand on regarde un film avec un enfant, on regarde le film aussi au travers des yeux de l'enfant. Enfin, sur ici, c'est son enfant. Du coup, il y a des choses qu'on avait occultées, mais qu'on avait quand même envie de transmettre grâce à ce film. On n'en avait peut-être pas forcément parlé avant, mais le film permet aussi une espèce de discours tacite, quoi. On n'a pas nécessairement les mots pour le dire, mais l'image peut suppléer. Alors oui, l'enfant au couteau, c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, l'idée que des enfants peuvent commettre le mal, voire que des enfants sont l'incarnation du mal, c'est quelque chose qu'on n'entend plus du tout. Depuis les années 90, il y a peut-être un tournant où, du fait de certains faits divers absolument sordides, affaire d'Outreau, etc. Par exemple, le pédophile, c'est la version laïque du diable, et c'est le criminel, l'archétype même du criminel. Et on protège beaucoup les enfants, on est très attentif dans notre société à la violence à l'école, les abus sexuels, ce qui est fort bien, mais est tout à fait normal. Mais du coup, justement, on se coupe de cette idée que, ben oui, est-ce que vous croyez au fond, parce qu'au XIXe siècle, on pensait tout autre chose. Il y avait toute une littérature qui parlait de l'enfant du diable. L'enfant du diable, au XIXe siècle, dans certains traités de psychiatrie allemande notamment,
C'était des enfants qui naissaient avec le mal en eux. Hein. On parlait de souillure, ben voilà, ils étaient souillés originellement. Vous pensez que c'est possible, ça? Malheureusement, non. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde souvent avec un ami que tu connais, François Méronis, oui. Et puis il y a d'autres amis dans la salle peut-être. Voilà, Valentin. Valentin Retz aussi, qui est là. Non, c'est un sujet qui est très, très important et j'avoue que je regrette de ne pas être capable de le concevoir. Mais pour moi, non. Pour moi, cette idée de souillure, c'est un accident, ça arrive, mais c'est pas irréversible et c'est pas quelque chose qui touche aux vraies forces du mal diabolique, mais c'est plus une espèce d'accident de la vie qui est toujours récupérable, quoi. Mais j'ai du mal à imaginer que implanté dans un être humain, même dès l'enfance, le mal ait déjà gagné la partie. Il ne l'a jamais gagné, donc? Il la gagnera jamais, de mon point de vue. Après, c'est un point de vue qu'on peut débattre, d'un point de vue plus, je ne sais pas si c'est de la théologie ou de la mystique, mais moi, je ne conçois pas le mal, et c'est pour ça qu'on m'a choisi peut-être pour jouer ça. C'est que ça ne pouvait pas rentrer. Oui. Et c'est toujours pas rentré finalement dans ma tête. Je sais que ça existe dans le réel, et il y a des gens qui en subissent évidemment, mais pour moi, il n'y a pas de fin là-dedans. Les choses ne s'arrêteront jamais au mal. Et c'est pour ça, sans doute, oui, peut-être qu'on vous a choisi, parce qu'il y a la grâce de ce visage d'une douceur incroyable, et qui commet des gestes tout à fait, voilà. Mais avec toujours la dimension du rêve et ou du long rêve ou du cauchemar qui préserve donc d'un réalisme trop cru et tranchant et trop sordide. D'ailleurs, toujours aujourd'hui, en tant que spectateur, j'aime pas du tout les films qui sont naturalistes. Enfin, il y en a certains dont je reconnais la grande qualité, tout ça, mais c'est pas vers ça que je suis attiré. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient là, à la suite de tout ça? Non. Non. L'envie de boire une bière. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de demander à la voix off du cinéma de minuit de présenter vos courts-métrages comme ça? Comment ça s'est fait? Parce que je trouvais qu'il y avait un hiatus énorme entre le fait de faire des films tout seul, enfant, dans sa chambre, clandestinement, que personne ne verrait jamais, et de confronter ça à la voix qui, moi, m'a éduqué, m'a parlé du cinéma, m'a bercé, même comme une espèce de sortilège, avec ce ton très particulier de Patrick Brion, donc, qui faisait la voix du cinéma de minuit, et de cette espèce de contraste absolu entre des films invisibles et la voix presque de l'académie officielle. Et j'ai adoré d'ailleurs, parce que quand je l'ai appelé, je pensais au début que j'allais l'imiter. Quand j'étais petit, il y avait des gens qu'on imitait, qu'on n'imite plus. Donc à l'époque, beaucoup de gens imitaient la voix du cinéma de minuit parce que ça voulait dire quand même quelque chose. C'était tu rentrais au Panthéon quand ton film était, était annoncé par la voix de Patrick Brion, c'était que tu avais réussi à toucher le Saint Graal. Donc je l'ai appelé et il était très curieux de ce que j'avais à lui demander. J'ai envoyé mes films, il les a regardés et je pensais que ce serait moi qui l'imiterais. Et en fait, il m'a rappelé en me disant « Ah, ça m'intéresse, venez me voir tel jour à telle heure. Vous m'enregistrerez dans le bureau ». Il avait écrit son petit texte en fonction des films. Je me demandais qui avait écrit le texte. Ah non, c'est lui, il l'avait fait hyper consciencieusement. Lui, c'était vraiment le cinéphile dans son bureau à l'époque à France 3. Il était entouré de VHS, de livres de cinéma. C'était vraiment l'antre du cinéphile. Oui. Et en plus, ce qui était très perturbant, c'est quand je l'avais au téléphone, je me disais « Mais c'est pas lui, c'est pas Patrick Brion ». Et quand je suis rentré dans son bureau, je l'ai vu. Et toujours, je continue à pas y croire. Et j'avais amené mon ordinateur, j'ai branché le micro. Il a sorti son petit papier qu'il avait écrit lui-même sur mes films. Et il a commencé à lire. Et là, je me suis dit, ah, Patrick Brion. Oui, c'était la voix. C'est son ton de voix qu'il a en parlant. Et bon, la petite histoire, j'ai déjà raconté. Mais en fait, il avait eu l'idée, il y a longtemps, donc, de faire ce cinéma de minuit. Il avait engagé une speakerine qui devait lire son texte. Et elle ne s'est pas pointée le jour de l'enregistrement. Et le type qui l'enregistrait lui a dit, comment on fait ? Vas-y, Patrick, fais la voix. Et donc, il a commencé à lire son texte hyper mal. Il pensait que ce serait nul. Et en fait, c'était vachement bien. Il a gardé cette technique. Et il continue d'ailleurs, je ne sais plus si c'est sur la 3 ou sur la 5. Et il introduit toujours les films avec cette voix. Bah ouais,
D'accord. Ça... D'accord. Incroyable. D'accord. Et c'est aussi un grand spécialiste de Tex Avery que Oui. j'aime beaucoup aussi. Oui, donc le contraste est très saisissant entre ce qui vient à la fois du plus profond de l'enfance et cette voix blanche et creuse et extrêmement ce discours très académique, la voix du discours sur le cinéma qui est posée dessus. À l'époque, vous les montriez, ces films ? Non, je les montrais... Non, je les tournais dans ma chambre, j'emmagasinais plein d'heures. Enfin, quand je m'ennuyais, je sortais ma caméra et je jouais avec et je me filmais. Donc il y a beaucoup d'heures et c'est très long. À partir de quand est-ce que la caméra s'est substituée au Playmobil, par exemple, aux petites voitures ? J'ai mélangé les deux. Il y a une période où je faisais des films de Playmobil. Et puis on vous voit aussi... Alors j'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous recrachez un bus ou une petite voiture à un moment donné ? Oui, c'est ça, oui. J'ai des heures et des heures de moi, enfant, dans ma piole, en train de faire tout et n'importe quoi. Après, à l'époque, j'avais pas de quoi faire de montage. Donc, je tournais des séquences, je parlais devant la caméra, et je me glissais dessous, je ressortais, je coupais la caméra, et je changeais le cadre, et je repassais de l'autre côté, dans un autre costume, pour faire l'interlocuteur, et qui parlait de nouveau pendant 1 heure, et je redisparaissais. Enfin, c'était vraiment une espèce de... Et après, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui m'avait demandé de faire pour un site internet une espèce de truc un peu... Et je me suis dit, je vais peut-être essayer de monter ces films-là et d'en faire des bandes annonces, comme si ces films avaient vraiment existé un jour. Donc c'est là que j'ai commencé à les diffuser. Et c'est aussi par là que je suis rentré dans un monde de l'art, plus de l'art contemporain, où le cinéma était traité d'une autre façon que dans le cinéma conventionnel, au travers de la figure de Charles Demeaux, donc, qui est un grand ami, producteur, qui a réalisé le Portrait interdit qui passe demain. Et au travers de sa boîte de production, Anna Sanders Film produisait les films de Philippe Parreno, Pierre Huyghe, Dominique Gonzalez-Foster, qui eux étaient des artistes contemporains, mais qui avaient une fascination pour le cinéma, notamment pour Raoul Ruiz, parce qu'ils ces types-là ont souvent fait les Beaux-Arts de Grenoble, au moment où Ruiz était directeur de la Maison de la Culture de Grenoble. Donc pour eux, c'était une figure, quand ils avaient 20 ans, de voir ce Chilien qui débarquait dans ces fameuses maisons de la culture dans les années 80 et qui se permettait de faire des films toute la journée. Il invitait des étudiants. Enfin, il y avait une espèce de moments un peu de grâce comme ça dans ces années-là à Grenoble. Et donc ces types-là, quand je les ai rencontrés, je me suis dit, eux qui font des films, qui travaillent sur le médium cinéma, des films hors format, hors cadre, avec des durées indéterminées, enfin, ça m'intéressait de coltiner ces petits films d'enfants avec ce que je percevais de leur recherche à eux cinématographique. Et en ayant recours à votre frère parfois. Pour la musique, oui, absolument. Oui. Vous n'avez jamais voulu le faire jouer, l'autre personnage, par exemple. Peut-être il apparaît des fois, mais on avait quand même un écart de 4 ans. Moi, j'avais 10 ans, il avait 14 ans. Lui, il était déjà branché très musique. Il était passé de l'autre côté de l'adolescence. Et c'était peut-être une façon aussi de... Parce que quand on était plus petit, on jouait beaucoup ensemble avec mon frère. Donc effectivement, il y a peut-être un truc du double et de... Comme lui était parti dans d'autres aventures liées à son adolescence et à sa découverte de la musique, je me retrouvais un peu tout seul dans notre chambre et il fallait bien que je trouve un copain. Donc c'est moi qui ai fait les 2 rôles. Il y a peut-être un peu de ça là maintenant. C'est la question qu'on peut se poser effectivement. C'est qui cet autre parce que il est là omniprésent, tout de même l'autre. Oui. Donc qui es-tu, Johnny Mac Voilà, il y a ce rendez-vous dans un bar avec un autre. Il y a avec ces apparitions. Alors moi je savais pas comment se faisait le système d'apparition-disparition du personnage qui réapparaît de l'autre côté. Maintenant je comprends mieux et personne ne vous interrompait à ce moment-là? Personne rentrait dans la chambre ou Non, ma mère était assez respectueuse. Elle savait mes jeux d'enfant. Oui. Il n'y avait pas de porte en même temps, mais... Il n'y avait pas de porte. Non, il n'y avait pas de porte. Ah oui? Non. C'était une grande pièce, c'était sans cloison, sans... Là où on habitait à l'époque, oui, c'était une espèce de... Dans le 5e, un dernier étage où il y avait pas de... Il y avait un rideau, mais il n'y avait pas de... Oui. Ça vous gênait parfois ou pas plus que ça? Non, pas plus que ça. En tout cas, quand je tournais mes films... C'est vrai que j'aurais pas aimé qu'on me regarde en train de les tourner. Ouais. Il y avait un côté un peu hédonisme quand même. Oui, et puis... Et j'y suis allé même plus loin là-dedans parce qu'il y a un film qui passe ici qui s'appelle Le Cinéma, qui passe demain, je crois, avant Le Temps qui reste. En fait, j'ai toujours continué à faire ces petits films jusqu'à il n'y a pas longtemps. Maintenant, j'ai un peu arrêté parce que tout le monde se filme tout le temps et que c'est devenu un truc que je trouve même un peu odieux. Mais bon, à l'époque, j'aimais bien faire ça. Et pendant Le Temps qui reste, le film de François Ozon, à la fin du tournage, on était en Bretagne sur une plage et je devais mourir parce que le film raconte l'histoire d'un type qui meurt et l'agonie
prenait beaucoup de temps parce qu'il n'y avait pas de soleil sur cette plage de Bretagne. Et Ozon voulait absolument finir le film sur moi en train de mourir au soleil sur une plage bondée. Et il a fait moche pendant une semaine. Donc j'attendais de mourir et j'en pouvais plus. J'avais envie de manger. En plus, il m'avait demandé de faire un régime, donc je maigrissais. Et j'ai fait un film qui passe demain qui s'appelle Le Cinéma, où on voit cet acteur qui attend l'heure fatidique dans sa chambre. Et là, je me filme vraiment sous toutes les coutures. Enfin, il y a un côté très cru, presque anatomique. Cette idée de dépouillement et d'intimité extrême. C'est le corps de l'acteur, ouais. Au plus près, au plus près, au plus nu. Quand un écrivain a toujours soit un texte en cours, soit un texte qu'il a écrit, soit un texte qu'il va écrire, soit un texte qu'il rêve d'écrire, mais il n'ose pas l'écrire. En tout cas, la publication est secondaire, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas nécessairement en tant qu'écrivain du bon vouloir de l'éditeur, de la personne qui va publier. Enfin, oui, on peut finir par souhaiter être publié, mais en première instance, l'écriture ne nécessite pas la présence d'un autre. Pour l'acteur, c'est quelque chose, un acteur qui n'a pas quelqu'un qui va vouloir le faire tourner. Est-ce qu'il cesse d'exister ? Je me posais la question par rapport à l'enfance, c'est-à-dire qu'au fond, un enfant acteur va très vite comprendre qu'il dépend du désir de l'autre. Hein ? Absolument. Et j'en discutais avec Joachim Lafosse. Il savait que qu'on allait se rencontrer ce soir et il était très intéressé par ça. Il m'a dit, mais je ne sais pas si on peut souhaiter à un enfant d'être acteur ou de devenir acteur. Est-ce qu'on peut souhaiter l'hystérie et l'hystérisation comme destin à un enfant ? Alors c'est un bien grand mot, mais bon, ça veut dire plonger d'emblée un enfant dans un dispositif où il dépend du désir de l'autre. Il doit causer le désir. J'avoue qu'enfant, c'est ce qui me faisait le plus de peine, c'était de m'imaginer que Raoul pourrait faire appel à un autre petit garçon pour jouer un rôle dans un film. Ah, oui. Et il l'a fait. Oui. Et il l'a fait, mais je me suis vengé par la suite parce que tout le monde pense que c'est moi. Tiens donc. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une copie, c'est un autre... Non, c'est un petit garçon qui me ressemblait beaucoup et que j'ai doublé en français. Ah oui, donc quelque part la voix est revenue comme en contrebande. Et bon, alors les films de Ruiz, il y en a plein qui sont invisibles. Celui-là est particulièrement invisible, mais les peu de gens qui l'ont vu me disent vachement bien, Manuel ou L'île des merveilles, ça s'appelle. Et le pauvre petit garçon qui joue à ma place, je pourrais le mettre dans ma filmo. Enfin, c'est comme si j'avais joué dedans. Pourquoi est-ce qu'il vous a pas choisi ? Je crois que c'est parce que c'était pas pendant les vacances et que je pouvais pas non plus rater l'école pendant longtemps, que c'était à Madère et que celui-là, on l'a bypassé. Mais je regrette. Précisément, la jalousie cuisante ou le désespoir à ce moment-là. C'est énorme. Mais c'est ce qu'il y a de plus dramatique pour un acteur, c'est la jalousie et l'envie. Tu vis en tant qu'acteur avec cette idée qu'on va te remplacer, qu'il y aura un meilleur que toi qui va débarquer, qui va te prendre ta place, qui va te gâcher ta vie, quoi. C'est vraiment un métier que je conseille à personne. Malheureusement, les contreparties sont... Bon, là, je suis très heureux, il y a une rétrospective. C'est peut-être même le sommet de ce qu'un acteur peut espérer. Et je remercie le Forum des images. Mais à part ça, et encore, bon, après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend du plaisir immédiat, enfin, disons comme ça, mais à part ça, c'est un métier très, très pénible. Et enfant, c'est douloureux aussi. Parce que justement, on a peur tout à coup de ne plus être l'objet du désir d'un metteur en scène. Et de ne plus être inspirant. Comment on fait au moment de la puberté aussi ? Il y a certains enfants, il y a les enfants acteurs, voilà. Encore du génie de Raoul Ruiz, il a arrêté de m'engager à partir de la puberté. Oui. Mais il y en a d'autres qui ont pris le relais. Oui. Fort heureusement. Mais ça peut ne pas advenir. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a des enfants acteurs qui restent pétrifiés dans l'enfance. Ouais, bah, ça doit être un grand drame. Et qui ensuite, une fois que le corps change, les poils, les boutons, la poitrine... Après, ça c'est un truc qui se répercute aussi chez les acteurs, chez les actrices, même d'un certain âge. C'est très cruel. C'est très cruel. C'est très cruel. Et je l'expérimente tous les jours. C'est-à-dire qu'un acteur, il est censé... Enfin, il se transforme, il change. Mais vous vous transformez, parce que quand on s'est vu avant l'été, et là, je vous revois ce soir, vous n'êtes plus le même.
Je me dis, mais c'est le même et c'est un autre, pourtant. Moi, on ne me reconnaît jamais, par exemple. Oui, c'est ça. Mon nom est souvent plus connu que mon visage, et des gens ils me disent, mais... Enfin bref, ça m'arrive. Oui. Ça m'arrive. J'étais hier dans un bar et je parlais avec quelqu'un et il dit, ah mais c'est marrant ce que vous me dites, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, je suis comédien, et comment vous vous appelez? Et je parlais avec lui depuis 1 heure. Et je lui dis, Melville comment? Melville Poupeau. Oh, mais c'est pas possible. Ça m'arrive tout le temps. On ne me reconnaît pas. Mais je veux dire, moi, je prends ça plutôt comme un don, enfin, disons une chance, parce que ça me permet d'avoir des rôles que j'aurais pas eu avant, et que comme moi, j'aime bien changer de rôle, je me dis aussi que c'est le métier d'acteur, c'est aussi d'assumer la façon dont on se transforme, parce que ça va peut-être vous amener vers des rôles encore plus intéressants, en tout cas différents par rapport à ce que vous avez eu. Et je me permets de penser ça parce que je suis content des rôles que j'ai eus jusqu'à maintenant. Évidemment, ça n'aurait pas été... Mais c'est très frappant, cette Mille Melville, effectivement. Hein, vous êtes plusieurs, hein, c'est très sensible. Bon, les acteurs, en général, sont... Il y a quand même un truc de la schizophrénie. Enfin, vous... Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Non, mais ça joue avec ça quand même. C'est vrai que j'avoue que sur certains films, on se transforme... Je dirais pas à 50%, mais peut-être à 30%, mais c'est déjà beaucoup quand même. Quand on rentre chez soi le soir et qu'on garde 30% de la personne qu'on a été dans la journée à certains moments, disons, et qu'on a cultivé, parce qu'on fait quand même un travail de culture de quelqu'un d'autre en soi. Il y a quelque chose de la coexistence avec ce personnage qui dure avant, pendant et puis un petit peu après. C'est quand même une cohabitation, quoi. Donc... Et selon les personnages qu'on choisit, on cohabite avec quelqu'un plus ou moins en fusion. Enfin bref, il y a quand même ça touche un peu peut-être à la schizophrénie. D'où le Mille Melville, que je trouvais un titre assez juste. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez regretté de ne pas assez vous transformer? Oui. Hier, j'ai vu le film de Daniel Dubrow, Eros Thérapie, que je n'avais pas vu depuis l'époque. Et dans mon souvenir, je n'avais pas réussi mon coup. Et je l'ai regardé, j'ai pas réussi mon coup en effet, mais je pense que c'est pas que de ma faute, parce qu'elle réécrivait le scénario au fur et à mesure du tournage. Daniel Dubrow, je l'admire énormément. Je sais pas si vous connaissez Daniel Dubrow, c'est un auteur des années 90 qui a fait des films vraiment borderline, Le Journal d'un séducteur, et là c'était Eros Thérapie. Ah oui, je me souviens du Journal d'un séducteur. Voilà. Complètement dingue ce film. Complètement dingue. Oui. Bah, elle n'est pas là, Daniel. Non. Donc Daniel a eu un destin aussi, là ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné, et je pense que les films et les personnages borderline qu'elle a toujours décrits, ce rapport à la folie et tout ça, l'a un peu rattrapé. Enfin bref, en tout cas, j'ai regardé ce film hier et je me suis dit, c'est dommage, j'avais pas saisi vraiment ce qu'elle avait en tête et ce qu'elle me demandait pour ce personnage-là. Donc je ne sais plus à quelle question je réponds, mais... Il nous reste quelques secondes, peut-être, c'est ça? Oui, alors une dernière question, peut-être. Patrick Brion, quand il présente vos films, les films que vous avez réalisés enfant, à un moment donné, il dit qu'il y a dans ces films quelque chose comme la traque d'un objet aussi mystérieux que celui de Belle de jour. Je trouvais ça très joli. Bon, c'est vrai que l'objet mystérieux, hein, c'est cette boîte du Coréen. Chacun d'entre nous a peut-être une idée précise de ce qu'il y a dans la boîte du Coréen, et l'idée que j'en ai n'est pas du tout la vôtre ou celle que vous avez vous. Et au fond, vous, Vous avez vu un Coréen, moi j'avais vu un Japonais. Oui, c'est vrai. Il faudra que je revoie. Donc, avant la boîte, il y a toujours quelqu'un qui tient la boîte, qui est aussi sujet à Oui, absolument, mais ça c'est un autre débat. Mais quel est l'objet que vous traquez depuis l'enfance? Qu'est-ce que c'est? C'est un point que j'atteins quand je m'endors, oui, qui est au centre d'une croix. Je vous remercie pour cette très belle réponse. Merci beaucoup.